Bonjour, bienvenue au webinaire Cure, guérison, éradication du VIH. Qu'en est-il vraiment? Mon nom est Martine Fortin, coordonnatrice de projet à la Coxida. Le webinaire d'aujourd'hui est rendu possible grâce à une collaboration avec CanCure, le consortium canadien de recherche sur la guérison du VIH, qui bénéficie d'un soutien financier des IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, du FRQS, le Fonds de recherche du Québec Santé, et de CanFAR, la Fondation canadienne de recherche sur le sida. Les invités d'aujourd'hui sont Dr Daniel Kaufman, qui va donner une vue d'ensemble sur les recherches sur la guérison du VIH, et M. Ron Rosnes va commenter ces recherches d'un point de vue communautaire. On avait aussi demandé aux participants d'envoyer leurs questions à l'avance, donc vous allez pouvoir entendre les réponses de Dr Kaufman à chacune des questions envoyées. En raison de difficultés techniques, malheureusement, l'enregistrement que vous allez visionner commence juste un peu après que l'activité ait débuté. Donc, vous allez commencer par entendre Dr Daniel Kaufman du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Dr Kaufman dirige un groupe au CRCHUM. Il est également responsable de l'axe de recherche infection et immunité du Centre de recherche du CHUM. Il a aussi des responsabilités cliniques en tant que médecin superviseur dans le département de microbiologie et d'infectiologie du CHUM. Enfin, ces travaux ont été identifiés par Québec Science comme l'une des 10 découvertes de l'année 2016, donc on est vraiment très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je voudrais juste, sans rentrer dans les détails, vous en avez entendu parler à d'autres reprises, le Canada a fait des contributions majeures dans les domaines de la prévention, du traitement et de la compréhension de l'infection au VIH, des contributions vraiment de multiples domaines. C'est facilité par le fait qu'il existe des réseaux scientifiques, par exemple le Canadian, le CTN, le Canadian HIV Trial Networks, le réseau FRQS SIDA au Québec, etc. Il y a aussi de très bonnes cohortes organisées ou de très bons réseaux organisés dans d'autres provinces. J'ai mentionné par exemple la Colombie-Britannique auparavant. Un rôle clé, évidemment, si on veut faire des interventions qui sont pertinentes pour les personnes vivant avec le VIH, c'est d'avoir des cohortes. Donc le rôle des participants est absolument clé parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie, se prêtent à des interventions comme de prélèvements cliniques, par exemple, à des essais cliniques. Donc le rôle est absolument fondamental. Un exemple de tel projet, c'est celui de CanCure que Martine a présenté au début. Ceci signifie Canadian HIV Cure Enterprise. C'est un projet subventionné par différents bras des CIHR et d'autres institutions où et le but et l'organisation, c'est une collaboration qui est dédiée à l'étude de la persistance du VIH et à développer des stratégies pour atteindre une cure fonctionnelle du VIH. Ce consortium a des aspects ou des caractéristiques clés qui, je pense, que sont indispensables maintenant pour les succès dans les défis médicaux qu'on a à l'heure actuelle. On ne peut pas juste travailler dans son coin comme chercheur isolé et puis espérer résoudre un problème de ce type. Donc c'est un consortium qui est multicentrique, il y a plusieurs centres au Canada qui sont impliqués. Les gens qui en font partie ont des expertises variées, parce que maintenant la complexité de la connaissance scientifique fait qu'on a vraiment besoin d'experts dans différents domaines qui mettent leurs forces et leurs idées ensemble. Et il y a un engagement fort de la communauté qui, je pense, fait beaucoup aussi pour s'assurer de la pertinence de la recherche qu'on fait. Il y a un aspect, je ne vais pas entrer dans les détails, je le ferai s'il y a des questions à ce sujet, mais il y a un accent, quelque chose qui démarque ce projet peut-être d'autres projets de ce type, c'est qu'il y a un accent mis en particulier sur une population de globules blancs qui s'appelle les cellules myéloïdes. J'en ai mentionné tout à l'heure, on sait que le réservoir principal du virus VIH, c'est les CD4, mais d'autres types cellulaires pourraient être impliqués, notamment ces cellules dites myéloïdes qui vivent très longtemps et donc pourraient être importantes pour les réservoirs à long terme. Je vais terminer ma présentation en mentionnant un de mes projets qu'on a fait dans notre laboratoire où
on a fait une percée technologique qui, je pense, a une répercussion importante sur le champ de la recherche, maintenant, non seulement au Canada, mais au niveau international, je pense. C'est une étude qu'on a publiée dans un journal qui s'appelle Cell Host and Microbe l'année passée, et qui a été nommée l'une des 10 découvertes scientifiques de l'année 2016 par le magazine Québec Science. Ce qu'on a fait brièvement dans cet article, dans cette étude, c'est de mettre au point une technique qui nous permet vraiment de caractériser les cellules individuelles qui sont atteintes, qui sont affectées par du virus qui est capable de se répliquer, ou en tout cas, disons, de produire des parties, des briques pour faire de nouveaux virions, de nouvelles particules virales. Alors c'est important, parce que c'est lié à ce que j'avais mentionné tout à l'heure. Il y a cette diversité, ces différentes saveurs de CD4 qui rendent vraiment l'interprétation des choses difficiles, parce que ces populations sont hétérogènes, elles sont variées, et puis ça peut avoir des conséquences variées sur le comportement de ces cellules. Et on est capable d'identifier ces cellules à une sensibilité de 1 sur 1 million, et puis en même temps de dire qu'est-ce qu'elles expriment comme molécules à leur surface, ou quelles sont leurs caractéristiques au point de vue de leur fonction. Ce qui peut faciliter beaucoup de choses. Je pense vraiment que ça peut ouvrir d'importantes possibilités pour comprendre les réservoirs viraux et mieux évaluer les stratégies de cure. Donc, on va utiliser ce genre de technique pour mieux comprendre des interventions cliniques chez les patients. Et vraiment, on a atteint un point où on peut vraiment trouver l'aiguille dans la botte de foin, parce que 1 sur 1 million, je pense que l'analogie est légitime. Alors, pour terminer cette présentation, je vais dire quelle stratégie de cure sera la bonne. Je pense que c'est pas possible de prédire. Il est possible qu'il y aura plus qu'une qui sera nécessaire. C'est pas sûr qu'une des stratégies que mentionnées, il est probable, par exemple, qu'il faudra faire il est possible, disons, qu'il faudra à la fois donner un vaccin dit thérapeutique pour renforcer les systèmes immunitaires et essayer de faire sortir, de réveiller le virus préexistant pour essayer de diminuer la taille des réservoirs. Il y a des progrès cependant pour différentes approches, je pense qu'ils sont faits en parallèle, et je pense que ça donne plusieurs raisons pour être optimiste. Alors, c'est une question importante et où il y a encore beaucoup à faire, je pense, pour mieux comprendre les différences hommes-femmes. On sait qu'il y a des différences, d'une façon générale, entre hommes et femmes dans la défense immunitaire. Les hommes sont plus sensibles susceptibles aux infections en général, pas seulement aux infections virales, aux infections bactériennes, et les femmes ont plus tendance à faire des maladies qu'on dit auto-immunes, c'est-à-dire leur corps s'attaque lui-même, et ça peut faire des maladies qui sont assez fréquentes. Donc on sait qu'il y a différentes sensibilités, de vulnérabilité. Par rapport à l'infection au VIH, on sait qu'il y a qu'au moment de l'infection aiguë par le virus, il y a les femmes ont tendance à faire un pic viral qui est plus bas que les hommes. Cependant, lorsque l'infection est installée, l'infection chronique, pour un taux de virus donné, les femmes progressent plus rapidement que les hommes. Donc il y a des différences de comportement. Qu'en est-il par rapport à la question des réservoirs viraux? Il y a des récentes données qui suggèrent que que la taille des réservoirs, qu'il y a plus de femmes qui auront des petits réservoirs viraux que les hommes. Pour le mécanisme, c'est pas clair. Alors, il y a des données qui suggèrent que qui montrent que certaines voies de signalisation entre les cellules du système immunitaire sont différentes, agissent différemment chez les femmes et les hommes. Donc ça pourrait être, et les hormones féminines peuvent changer ça, peuvent moduler, peuvent changer la sensibilité des cellules immunitaires. En résumé, donc, il y a beaucoup de choses encore à rechercher, mais c'est important d'étudier les deux groupes. Vu l'épidémiologie, ça peut plus. La fréquence d'infection au Canada, on tend à étudier plus les hommes que les femmes, et ce serait important de faire des efforts pour équilibrer. Problème clé, je pense que c'est vraiment la latence, c'est vraiment un problème clé, le fait que les cellules peuvent rester. Maintenant,
on commence à mieux comprendre. Qu'on avait l'impression, on parle de latence, que le virus est complètement dormant, hein, et complètement figé, comme ça, comme congelé dans les cellules. Les choses sont plus compliquées que ça. Il semble qu'il y a quand même du fait que le virus est gardé dormant avec une petite quantité d'expression de protéines virales qui règle. Donc peut-être qu'on a des moyens d'agir de façon plus ciblée là-dessus. Ça, c'est un côté important. D'autres aspects sont les études. Il y a différents compartiments dans le corps. Il y a des tissus, on étudie, parce que c'est plus commode, on étudie en général le sang pour les prises de sang, mais on sait que la majorité du virus n'est pas caché dans le sang, dans les patients sous traitement antiviral. Donc, il est important aussi d'essayer d'atteindre les tissus, d'étudier les tissus, mais c'est sûr que ça nécessite, dans ce cas-là, ce qu'on appelle des biopsies, comme ça, des interventions qui sont plus intrusives pour les personnes. Mais en principe, si on veut vraiment bien comprendre ce qu'on fait, et surtout lorsqu'on fait des interventions, c'est quelque chose qui est souvent nécessaire de considérer, disons, en faisant bien, évidemment, de façon bien les effets secondaires possibles et tout, prudemment. Mais c'est important de regarder où le virus. Alors, je pense qu'il est important, clé à plusieurs niveaux. C'est sûr que de faire des modèles, on a plein de modèles de laboratoire, on infecte des cellules avec le virus, mais souvent, on ne sait pas si c'est représentatif de ce qui se passe chez la personne infectée. Donc, de travailler avec des personnes, d'avoir des échantillons, c'est évidemment une chose. Mais ça va bien au-delà de là. Je pense que l'implication des personnes dans D'abord, quel est le besoin des personnes? Je crois qu'en tant que médecin, je trouve que la première chose, c'est... Elle est parfois, d'ailleurs, on a l'impression maintenant que les traitements sont très efficaces. Et si on demande à des gens, souvent les gens, vous êtes contents, pour eux, beaucoup de gens infectés, dans mon expérience de médecin, même s'ils vont bien, pour eux, la cure reste quelque chose, un objectif extrêmement important pour eux. Donc il y a une motivation là, et que ça correspond à un besoin, un désir pour eux. Je pense que par rapport au design, donc la structuration, comment on conçoit les études, je pense que c'est souvent très utile d'avoir l'avis des personnes qui vivent avec le VIH, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'ils considèrent pratique, qu'est-ce qu'ils considèrent faisable, qu'est-ce qu'ils considèrent les dérangerait dans le design d'une étude, ou comment on fait. Je trouve que ça, c'est des questions importantes. Et je pense qu'en tant qu'investigateur, on doit être à l'écoute de ça. Et je pense que c'est important. Et on fait de meilleures études, plus utiles, plus adaptées aux personnes, parce qu'on tient ça en compte. Donc je pense que c'est à multiples niveaux. Et dans le cadre de CanCure, par exemple, l'implication de la communauté a été exemplaire, je trouve. Je trouve que c'était très, très utile pour moi. Et aussi pour, par exemple, donner des résumés ou essayer de donner un feedback aux participants, par exemple, pour leur donner une certaine idée des résultats qu'on a, de voir ce qu'on fait avec tous les efforts que eux et les temps qu'ils nous ont d'accord de nous consacrer, je pense. Alors, j'ai mentionné comme une des approches possibles. Je ne suis finalement pas sûr que ce sera celle qui sera le plus applicable, parce que, ou en tout cas pas seule, parce que l'idée du kick and kill, c'est vraiment de stimuler les cellules pour qu'ils ont des réservoirs latents pour le faire sortir le virus. Le fait est, c'est que, en tout cas actuellement, on n'a pas de moyen de le faire de façon ciblée. Donc, pour réveiller la cellule dans 1 million qui est infectée avec des virus latents, on va réveiller beaucoup de cellules, pas toutes, mais en tout cas des milliers pour une. Alors ça a des conséquences, ça peut avoir des effets secondaires, parce que quand on fait comme ça, ces cellules qui sont activées vont commencer à produire des substances, vont commencer à exercer des fonctions, vont créer une inflammation qui elle-même peut avoir des effets secondaires significatifs. Donc, c'est la partie kick comme ça qui peut poser problème. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça et avoir quelque chose qui est plus ciblé, plutôt que d'activer de façon trop générale le système immunitaire? Alors oui, c'est des choses il y a des progrès qui sont faits de ce côté-là.
Notamment, récemment, un groupe a décrit qu'en donnant un deuxième médicament, on donne ce qu'on appelle un réverseur de la latence, donc un médicament qui peut permettre de réactiver, mais ces médicaments, les CD4 et le virus, ont tendance à activer beaucoup de CD4. En donnant un deuxième médicament, ce groupe a montré qu'on peut diminuer l'inflammation générale sans diminuer l'efficacité de la capacité à réveiller le virus. Donc peut-être qu'on arrive à diminuer ce risque. Oui, donc il faut continuer à travailler, disons, pour rendre une telle stratégie viable. Par contre, seuls, ça va être le kick and kill, seul paraît cependant difficile sans l'adjonction, par exemple, d'un vaccin thérapeutique qui générerait des réponses efficaces pour tuer les cellules. Il y a eu des présentations, il y a eu plusieurs présentations de ce sujet, même s'il y avait beaucoup sur la stratégie kick and kill, la technique dominante. Il y a, comme vaccin thérapeutique, je vais peut-être mentionner trois qui paraissaient importantes. Le premier, c'est une étude qui a été faite à Barcelone, en fait, où ils ont donné un vaccin chez des gens traités. C'est une modalité compliquée avec plusieurs injections de vaccin, comme on fait. Donc, on donne une première injection et puis des rappels. Et puis, ils ont arrêté le traitement et ils ont vu que sur, je crois que c'était 13 personnes traitées, il y en avait 5 qui avaient bien contrôlé le virus. Pas complètement, mais après l'arrêt du traitement, ce qui était bien plus que ce qu'on attendait chez la moyenne des gens chez lesquels on arrête le traitement. Donc ça paraissait prometteur, une étude pilote, mais je pense que par rapport à la vaccination thérapeutique, c'était encourageant. Il y avait une autre étude qui, elle, était un peu décevante, mais c'était une stratégie différente, mais je veux la mentionner parce qu'on a parlé, c'est en utilisant comme vaccin de mettre un vaccin contre le VIH, ou là, en l'occurrence, c'est le singe, donc c'est le SIV, c'est l'équivalent du sida du singe, dans un virus qu'on appelle le CMV, que beaucoup de gens sont infectés avec, et qu'on utilisait et qui persiste dans le corps, ça donnait une sorte de vaccination constante, si vous voulez. Et ça, dans des modèles de singes, ça avait montré que ça protégeait bien d'une infection. Ça protégeait 50% des singes d'une infection, pas complètement de la situation, mais en tout cas développer panique, finissait par pratiquement éradiquer le virus. Par contre, comme vaccin thérapeutique, ça n'a pas marché, ça n'a pas bien marché, cette stratégie-là. Donc il peut y avoir aussi un vaccin. Ce que je veux faire comme point, c'est quelque chose qui peut marcher à titre préventif. On ne peut pas juste simplement le coller et dire comme vaccin thérapeutique chez les gens infectés. On peut être efficace dans un cas et pas dans l'autre. Donc il faut garder ça en tête. Et il y avait des travaux qui, eux, vont par rapport vont plus dans le sens de certaines des stratégies de cure qui m'ont mentionné beaucoup des résultats où on a amélioré il y a d'autres stratégies pour la partie kick qui sont un peu mieux tolérées que. Il y a l'Université de Montréal, donc il y a le centre de recherche où je suis, là, le CHU, où il y a plusieurs des recherches, surtout au niveau des réservoirs viraux et de l'immunologie. Il y a aussi à l'IRCM avec Eric Cohen qui est le directeur du projet CanCure. Il y a eu de la recherche forte aussi à McGill, notamment au niveau des traitements antiviraux, avec Mark Weinberg par exemple, et au niveau des essais cliniques avec Jean-Pierre Bouty. Il y en a aussi au niveau de l'UQAM. Et au niveau, il y a l'hôpital Sainte-Justine, il y a des gens qui sont intéressés aussi à la transmission mère-enfant ou au développement de modèles souris pour étudier le VIH, qui a toujours été un défi important. Donc il y a vraiment des expertises très diversifiées au niveau de Montréal. C'est dommage. Ben, on va voir si ça se règle. Pendant ce temps-là, j'ai posé les questions à Dr Kaufman qui ont été posées entre-temps par les participants. Je suis désolée pour ça. Merci de rester avec nous malgré les problèmes techniques, les gens qui nous écoutent.
Il y avait une question, la première, c'était est-ce que les avancées concernant tout ce qui est cure, guérison, ça concerne autant le VIH de type 1 et de type 2 ou seulement de type 1? Alors, c'est surtout l'essentiel de la recherche est focalisé sur le VIH de type 1, qui est beaucoup plus fréquent que le VIH de type 2. Je ne suis pas courant ou conscient de recherche spécifique de niveau cure pour le VIH de type 2, qui lui-même a une évolution qui est en général beaucoup plus lente, avec des charges virales beaucoup plus basses que le VIH de type 1. Mais c'est une question en fait intéressante, parce que est-ce que les réservoirs sont aussi beaucoup plus petits avec le VIH de type 2 une fois qu'il est traité qu'avec le VIH de type 1 je dois dire, je ne sais pas. Bonne question. Je pourrais contrôler peut-être à ce sujet-là. Parfait. Puis il y a quelqu'un qui se demandait, est-ce que les intérêts financiers des compagnies pharmaceutiques qui offrent le traitement pourraient interférer avec les recherches sur la cure, ou si éventuellement cure il y a de la diffusion, c'est pas la diffusion du traitement, mais là, je pense pas. Bon, il y a peut-être. Ils vont pas, je ne pense pas qu'il y aurait de désir d'interférer. Maintenant, quelle est la motivation des compagnies à développer quelque chose pour lequel ils ont il y a moins de bénéfices possibles? Ça, c'est une question qui peut se posait et qui était une crainte, je dois dire, dans le domaine. Mais en fait, pas mal de compagnies ont mis des efforts significatifs, en fait, dans les développements de cures de VIH. Donc, je dirais que l'évolution a été plutôt rassurante ces dernières années de ce côté-là, plutôt positive, je dirais, question de l'investissement. Maintenant, le fait, c'est que s'ils ont, la crainte qu'on peut avoir, c'est plutôt s'ils voient qu'ils font beaucoup d'efforts et puis ils n'atteignent pas ce qu'ils souhaitent, pas qu'ils se retirent du domaine, ce qui peut faire parfois les compagnies font ça, ils sont selon ce qu'ils voient comme dans combien de temps ils peuvent développer un produit efficace. Ça peut être plutôt le problème. Je ne pense pas que les conflits, parce que ce serait quand même des modalités de traitement pour lesquelles ils trouveraient leur compte. Donc je ne suis pas trop inquiet à ce sujet-là. Je pense que c'est plus dans le développement de vaccins qu'on a parfois plus de difficulté d'avoir de motivation du côté de l'industrie. Parce que là, il y a beaucoup de risques avec pas nécessairement beaucoup de bénéfices. C'est pas assez avancé comme recherche pour porter de... OK. Puis on peut penser aussi avec l'hépatite C, ils ont trouvé un moyen de... Exactement. Justement, je crois qu'ils peuvent trouver la perspective plutôt qu'ils peuvent y trouver leur compte aussi. Par un retour sur l'investissement. Je vais juste retourner voir. Moi, j'avais une question, en fait. On a assisté aux Journées québécoises, puis il y avait le chercheur, je sais juste son prénom, Hugo, mais c'est pas moi, de Sainte-Justine, qui parlait, en fait, si je ne me trompe pas, c'était lui. Bref, avec la recherche plus pour les enfants, il évite de dire des études sur la guérison pour éviter de faire des faux espoirs. Puis je sais pas, en fait, je me demande votre opinion à ce niveau-là, de faire attention aux termes utilisés dans la recherche pour... Oui, qu'est-ce qu'on veut dire par guérison? Ça revient au type de cure. C'était le docteur Hugo Soudens qui lui travaille effectivement à la transmission mère-enfant et l'infection pédiatrique. Je pense que c'était lui qui a mentionné cela. Alors, effectivement, si on dit guérison, c'est éliminer jusqu'à la dernière cellule infectée du corps. Ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment une barre qui est très très haute. Mais alors ça, je serais très prudent avant de dire que ça, c'est un but. Mais l'être humain, encore pour reprendre cet exemple-là, on vit tous avec beaucoup de virus au contrôle, qu'on détecte, qui sont à des niveaux indétectables par les techniques standards, sans que ça passe du tort à notre santé. Donc, je dirais, et pourtant on n'est pas guéri. De toute façon, on n'est pas guéri parce qu'on vit avec. Donc moi, je dirais que le côté cure fonctionnelle, c'est un but qu'on peut se fixer sans dire qu'on va éradiquer la dernière cellule infectée dans le corps. Je pense que c'est pour ça je dirais que le terme guérison dans ce cas-là, il faut nuancer. Puis une dernière question avant d'essayer de retourner à Ron.
Puis là, je ne sais pas si c'est faisable, mais un ordre de temps. Je sais que la recherche va vite, puis des fois, c'est très long, Ouais. des temps. Alors, ça, c'est un aspect, par contre, où là, je trouve qu'il faut vraiment être très prudent. Parce que je pense que c'est très difficile à dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vit. Par exemple, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se faire par étapes. Par exemple, même avant la cure fonctionnelle, je pense que la prochaine étape pour le traitement du VIH, c'est les traitements antiviraux à très longue demi-vie. Donc, je pense que ce sera probablement ça qui va venir, où on a quelque chose où les gens peuvent prendre une chose, avoir une injection tous les 3 mois. Donc, on vit déjà, ça change quand même le rapport à l'infection, je pense. Et ensuite, penser à la cure fonctionnelle serait la prochaine étape, et avant de penser éradication si c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser. Je ne suis pas sûr. On peut avoir plus d'effets toxiques sur la personne que de bénéfices. Donc, je crois qu'il y a aussi un rapport risque-bénéfice ici. Moi, j'aurais de la peine à donner un chiffre d'année. Non, d'année, je préfère. Ça, je préfère répondre à cette question. Je peux comprendre. On va passer maintenant aux commentaires à la discussion avec M. Ron Rosnez. Ron est un activiste et militant pour les droits de la personne vivant avec le VIH. Il est coprésident du Conseil canadien de surveillance et d'accès au traitement, le CITAC, pendant 14 ans. Il a été coprésident. Il est membre de comités consultatifs pour le ministre de la Santé de l'Ontario et pour les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada. Il est également membre communautaire de CanCure, vice-président du réseau juridique canadien VIH-Sida et récipiendaire de l'Ordre du Canada de 2014. Merci beaucoup, Ron, d'être avec nous. Je vais vous laisser la parole à l'instant. Merci, Martine. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité de vous donner un peu le point de vue vers la recherche pour une guérison du point de vue de quelqu'un qui vit très, très longtemps avec ce virus. En effet, je suis une personne qui a été infectée du VIH même avant que la maladie reçoive un nom tel que SIDA ou VIH. Donc, depuis vraiment le début de l'épidémie. Ça fait que je me considère un survivant, un témoin et un pionnier. Pourquoi est-ce que je dis survivant? Parce que, évidemment, ça fait presque 36 ans que je vis avec VIH. Je suis témoin, mais non pas seulement à la perte terrible de tant d'amis et de collègues à l'époque, mais aussi témoin à toutes les avances scientifiques qu'on peut témoigner depuis ce temps-là. Donc, un peu mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Et je me considère aussi pionnier parce que je fais membre du cohorte des premières personnes vivant avec le VIH qui sont en train maintenant de vieillir avec le VIH. Et c'est nous qui avons vraiment vécu l'évolution, si on peut dire, du traitement. Et maintenant qu'on parle de plus en plus, comme le Dr Kaufman a très très bien fait, de l'évolution du traitement vers la guérison, je pense que de notre point de vue, comme personne vivante avec, qu'il faut vraiment voir ça comme une évolution très lente et graduelle, mais où on a vu énormément de progrès au courant des années passées. Donc, j'ai une très bonne et très longue mémoire du début du traitement, quand on avait une vingtaine de pilules à avaler par jour, quand il y avait des effets secondaires qui vraiment étaient très désagréables. Et l'évolution jusqu'au point aujourd'hui où il y a bien des gens qui prennent les inhibiteurs d'intégrase, des régimes qui sont beaucoup plus faciles à prendre, réduits très souvent à une pilule par jour. Et nous visons aussi, d'ici quelques années, je crois, à l'arrivée des traitements ou des médicaments injectables à long terme. Donc, une évolution très intéressante.
Maintenant, on attend le progrès dans le domaine scientifique afin de savoir si l'évolution nous portera vers une guérison, une cure éradicative ou bien vers une guérison plutôt fonctionnelle. Moi, ça m'est franchement égal parce que je vois ça dans de la perspective, si vous voulez, de cette évolution. Et je sais que une cure éradicative telle que le patient de Berlin, Timothy Brown, a reçu, n'est pas vraiment réplicable actuellement. Donc, j'ai plus de confiance dans une approche fonctionnelle et ce qui pourrait comprendre des médicaments injectés et peut-être aussi, et ce qui est très important, la possibilité d'un vaccin thérapeutique qui permettrait en même temps une approche virologique et immunologique. C'est le côté et la partie immunologique qui m'intéresse beaucoup au point de vue de la recherche la plus promettante. Parce que si on arrive à renforcer la possibilité de son propre corps de monter une meilleure défense, on pourra peut-être un jour, et peut-être même dans le reste, dans ma vie à moi, de voir un temps où on peut monter une meilleure défense. Mais au point de vue recherche et au point de vue communautaire, je pense qu'il nous est très important de renforcer la capacité des gens vivant avec le VIH de pouvoir participer dans ce domaine de recherche. Donc, il est très important que les gens vivant avec le VIH se présentent non seulement pour les essais cliniques à venir, et des essais cliniques aussi qui vont porter des niveaux élevés de risque, peut-être, mais entre-temps, d'offrir, si on peut dire, donner des échantillons de sang aux chercheurs quand demandé. Ça nous aiderait beaucoup dans nos efforts. Alors, il y a énormément de moyens de participer dans la recherche sur les comités aviseurs que nous avons établis et de visiter le site web pour avoir des renseignements et aussi des discussions sur un site à venir sur Facebook, mais aussi d'inviter des chercheurs et des membres de la communauté de venir présenter des idées sur les approches pour une cure et aussi de poser des questions aux chercheurs constamment afin de savoir où nous en sommes. Alors, il y a énormément de moyens de supporter la recherche, d'avoir la contribution des membres de la communauté et pour nous de renforcer notre capacité de participer dans cette recherche extrêmement importante. Je vais m'arrêter là en remerciant Dr. Kaufman et vous allez procéder aux questions. Merci. Merci beaucoup, M. Rosenaz. C'est super intéressant, les perspectives que vous apportez, vraiment. Vous parlez, je trouve ça intéressant que la guérison fonctionnelle vous intéresse davantage que l'éradication. Là, depuis donc, le début de la lutte, je me demandais du point de vue de la mobilisation communautaire face à l'épidémie. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à la mobilisation en 2017? Je pense qu'il y a vraiment un rôle important que nous pouvons jouer et je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part de la communauté. Mais comme vous savez très bien, nous avons des populations à risque élevé de VIH et pour cette raison, on a des populations qui sont surreprésentées dans l'épidémie. Et je pense qu'il nous est important de travailler avec ces communautés et c'est ce que nous faisons actuellement, de travailler avec les Autochtones, de travailler avec la communauté
caraïbiennes, africaines, des Noirs canadiens, afin de renforcer leur capacité de participer aussi dans la recherche. Et je trouve, je dois dire, énormément d'intérêt des gens de ces communautés. Il y avait une question qui était un peu moins sur la science fondamentale, ou peut-être que ce l'est sur la cure, l'éradication, mais qui était quels seraient selon vous les mythes les plus courants sur le VIH et les meilleures manières de les déconstruire ou de sensibiliser les gens qui ont peut-être moins de connaissances à ce niveau-là? Merci pour la question. Je pense que dans le domaine de la recherche, il y a certaines pistes de recherche qui sont un peu plus faciles pour les gens de la communauté de personnes vivantes avec le VIH de mieux aborder ou d'aborder plus facilement que d'autres. Et là, je parle des essais cliniques, des interventions au niveau psychosociaux ou psychosocial. Je pense que comparé à la science fondamentale, les pistes cliniques et psychosociales sont un peu plus faciles pour engager les gens. Donc, je pense que nous avons en effet le plus grand défi à renforcer notre capacité de pouvoir comprendre la science fondamentale. Et je sais que ça va être la minorité des personnes qui vont vraiment s'y intéresser, mais nous les cherchons activement parce que nous voulons travailler avec eux, surtout si c'est des gens qui vont peut-être faire des études dans les sciences ou bien ont tout simplement un intérêt dans la science qui, comment dirais-je, est à la base et qui nous mèneront un jour à des essais cliniques et à des interventions pour vraiment créer une différence, soit dans le traitement ou bien dans l'achèvement d'une guérison. Merci. Puis, est-ce que pour vous, il y avait d'autres commentaires que vous aimeriez ajouter sur le sujet? Bon, j'inviterai les gens de visiter notre site web et nous attendons à annoncer bien des changements pour le site web pour le rendre plus amical aux membres communautaires. Et je vous invite aussi à visiter notre page sur Facebook qu'on a l'intention de lancer d'ici quelques semaines et on essayera aussi d'envoyer une invitation ou une annonce pour signaler que tout est en marche. Merci beaucoup, M. Rosenheim, de nous avoir joints pour partager votre expérience sur la cure et la guérison du VIH. Puis, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra collaborer à nouveau avec d'autres membres communautaires, des partenaires dans le futur proche et éloigné. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine.